Oui, Claire. Une dépêche de retard. Bon. Eh bien, je t'écoute. Dès l'apparition des chemins de fer, le besoin de communiquer avec les équipes de conduite isolées sur leurs machines a été perçu comme une nécessité pour la sécurité. Cela a entraîné la mise en place de la signalisation implantée le plus souvent à proximité des gares. Pour être efficace, il fallait que celles-ci puissent communiquer entre elles et avec tout lieu concerné par la sécurité des circulations, tout en accompagnant l'augmentation de la puissance des locomotives et donc de la vitesse des compteurs. Tout a commencé en 1837, en Angleterre, lorsque Cook et Weston inventent le télégraphe électrique, et aux États-Unis, avec la mise au point d'un code adapté à cette technique par Morse. Sous ces deux aspects, le télégraphe n'a été utilisé que par les chemins de fer. C'est la première unicité des techniques entre télécom et signalisation, avec l'échange des messages et envoi d'informations sur la situation du trafic. En France, il faudra attendre le 21 décembre 1844 pour qu'une convention soit signée entre l'administration des lignes télégraphiques et la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain pour établir les constructions nécessaires à l'établissement d'une ligne de télégraphie électrique. Ensuite, et ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on assiste à la construction de milliers de kilomètres d'artères aériennes qui pendant un siècle vont modeler le paysage français, marquant le tracé des voies ferrées. Les informations transmises par le télégraphe ont besoin de fils pour pouvoir transiter. Pour supporter ces fils, de nombreux poteaux sont nécessaires. L'implantation de ces poteaux est reprise par un arrêté ministériel de la fin des années 1880. Il stipule: la compagnie sera autorisée à établir dans ses emprises des lignes téléphoniques affectées aux communications qui sont nécessaires pour la sûreté et la régularité de l'exploitation du dit chemin de fer, et qui, à ce titre, jouissent de la gratuité. Les poteaux ont des hauteurs de 6,25 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m et 12 m. Dans le sol, ils sont plantés à 1,40 m, 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m ou 1,90 m. On trouve de nombreux poteaux différents. Chaque type de poteau porte un nom et un numéro. Par exemple,
Lorsque deux poteaux sont collés, on appelle cela un poteau à appui moisé ou S11. Lorsqu'on trouve un poteau soutenu par une jambe de force, il est appelé poteau à appui couple sans ancrage, de type S31. On trouve aussi ce type de poteau mais avec deux poteaux collés l'un à l'autre. Ce sera alors un poteau à appui couple moisé sans ancrage, de type S41. Et quand il y a deux poteaux reliés par des entrecroisés, c'est un S22, ou poteau à appui double entrecroisé, sans ancrage. Les poteaux peuvent être maintenus par un haubanage longitudinal court. Cet ancrage est réalisé avec un collier de serrage et une tige rigide de 1,90 m qui s'enfonce dans le sol. Au bout de la tige, on trouve une plaque d'ancrage de 55 cm de diamètre en béton armé. À certains endroits, le poteau va être ancré dans le sol grâce à un haubanage souple. Un collier enserre le poteau. Il est relié à une tige d'ancrage rigide par l'intermédiaire d'un câble maintenu par des tendeurs. Au bout de la tige d'ancrage, on retrouve une plaque d'ancrage en béton de 55 cm de diamètre également, qui offre ainsi une résistance à l'arrachage. En tête des lignes, on trouve des poteaux dits tête de ligne et des poteaux dits de pré-arrêt. Ces poteaux ne reçoivent les fils que d'un côté et compte tenu des forces mises en jeu, ils doivent être implantés dans un terrain stable. Ils sont obligatoirement posés en alignement du poteau qui suit. Le plus souvent, ces poteaux sont haubanés ou au moins en appui couple pour pouvoir mieux résister à la traction exercée par les fils. Chaque poteau est espacé de 50 mètres. Une distance évidemment adaptée lorsqu'on s'approche d'un PN puisqu'il est nécessaire de remonter la nappe de fil au-dessus du seuil minimum pour le passage des véhicules. Dans ce cas, la hauteur des poteaux est calculée en fonction de la flèche maximale du fil de cuivre, ce qui correspond à sa position la plus basse en milieu de portée estimée selon la température maximale ambiante. Plus il fait chaud, plus le fil se dilate. La tension diminuant, la flèche sera plus importante. La hauteur du fil va donc diminuer. La plantation des poteaux suivait une technique bien spéciale. En effet, pour planter un poteau, on creuse d'abord un trou à la pelle, à la pioche ou à la baramine, en prenant soin de creuser également un avant-trou d'une profondeur égale à la moitié de celle du trou principal. Prenons l'exemple d'un poteau de 7 mètres. Pour calculer la profondeur à laquelle il doit être planté dans le sol, on prend le dixième de la longueur totale du poteau plus 70 cm, ce qui donne dans notre cas une profondeur de 1,40 m. Ensuite, on introduit le poteau jusqu'au fond du trou principal. Reposant ainsi sur les parois de l'avant-trou, le poteau n'est plus en contact avec le sol, ce qui va grandement faciliter son dressage. Le dressage s'effectue à l'aide de griffes qui vont permettre de pousser le poteau pour qu'il se retrouve bientôt à la verticale.
Les poteaux en bois sont passés à la créosote afin de retarder au maximum leur pourrissement. Malgré tout, à certains endroits où le sol est jugé humide, des socles en béton sont installés au pied du poteau pour le protéger de cet inconvénient. Ces socles sont composés de 2 demi-coquilles qui épousent la forme du poteau et sont assemblés par 4 plaques métalliques et 4 boulons, chacun à un niveau différent. Régulièrement, des visites, aussi appelées sondages, sont organisées sur une ligne donnée afin de vérifier l'état du pied du poteau jusqu'à une profondeur de 40 cm. Lors de ces sondages, on vérifie également la pointe du poteau pour contrôler qu'aucun trou ou qu'aucune brèche ne s'est formée, ce qui entraînerait une détérioration prématurée de la tête. Si l'on s'aperçoit qu'un poteau est pourri et si cela se produit pour la première fois, les équipes interviennent pour le remplacer et changent alors la terre au pied. Ceci afin d'éviter que le nouveau poteau soit également contaminé par un champignon. On procède alors à une substitution de terre sur 40 cm que l'on aura récupéré près de la voie ferrée afin d'éviter de nombreux trajets. En effet, les hommes ne disposant pas de brouettes, mais étant seulement équipés de leurs jambes et de leurs outils, ils n'avaient pas les moyens d'acheminer de lourds matériaux. On pourrait penser que la plantation des poteaux est une chose simple, mais il n'en est rien. Il arrive très souvent de se retrouver sur des zones avec la présence de grès, de granit et de nombreux autres types de roches, de tendres à très dures. Dans ce cas-là, la baramine est bien insuffisante. Et bien évidemment, pas question d'utiliser de la dynamite. Les hommes utilisent alors un marteau-piqueur autonome, avec la particularité d'être énormément lourd et difficile à manipuler. Quand un trou ordinaire prenait 1 heure, il fallait pour ce cas parfois plusieurs heures, voire plusieurs jours. D'autres fois, il s'avère que les trous doivent être faits dans un terrain argileux, et dans certains cas très humide, voire rempli d'eau. Dans ce cas, il n'y avait pas de pompe, mais une boîte de conserve, et pendant qu'un collègue écopait, l'autre creusait. Le poteau est constitué d'un mât qui est appointé à l'herminette. Sur ces poteaux, une ou plusieurs traverses vont venir prendre place. Elles seront toujours disposées sur la même face, en principe sur la face orientée côté Paris ou côté origine de la ligne. Les traverses sont maintenues par des équerres de fixation qui sont boulonnés sur les poteaux. Au début, les trous servant à passer les boulons étaient faits avec une tarière, et quelques années plus tard, les hommes utilisaient une perceuse thermique. Sur ces traverses, des consoles viennent prendre place. Elles sont maintenues par des brides. Sur les consoles, on retrouve des isolateurs. Les consoles et les isolateurs sont assemblés par groupe de 4 fils. On aura ainsi le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe D et ainsi de suite. Et tout ceci constitue ce que l'on appelle l'armement lorrain. On trouve 2 familles d'isolateurs différentes. Les isolateurs en porcelaine et les isolateurs en verre. Les plus anciens sont les isolateurs en porcelaine.
Ensuite sont apparus les isolateurs en verre. On trouve deux types d'isolateurs en verre. Une famille d'isolateurs à la taille identique à ceux en porcelaine qui étaient jugés très lourds par les professionnels et une autre à la taille plus petite. Sur les ferrures, les isolateurs sont scellés avec du plâtre de Paris. L'entretien courant et les chantiers des lignes aériennes étaient assurés par des équipes lignes téléphoniques, plus couramment appelées équipes LT. L'école nationale des lignes téléphoniques aériennes se trouvait à Troyes. Chaque équipe LT avait une zone attribuée à l'intérieur de laquelle elle avait la mission d'assurer le bon fonctionnement des services de communication. En cas d'urgence, les hommes de l'équipe LT pouvaient se rendre dans une région voisine pour épauler leurs collègues. Chaque équipe LT se voyait attribuer une voiture de cantonnement, équipée d'une cuisine, de couchage et des commodités, ainsi qu'un wagon couvert aménagé en atelier. Pour se déplacer entre les chantiers, il fallait également obtenir le déplacement du train de cantonnement. La voiture et le fourgon étaient attelés à des trains réguliers, ce qui demandait en général plusieurs jours pour effectuer le trajet souhaité. Une personne accompagnait obligatoirement le train tout au long du voyage, pour vérifier que celui-ci ne passe pas sur la butte des triages par exemple. Une fois arrivé à destination, le train de cantonnement était garé sur une voie en impasse équipée de l'eau et de l'électricité. Après avoir protégé le train en implantant deux traverses en croix enchaînées, protégé par un signal d'arrière-main, le chantier pouvait enfin commencer. La commande des matériaux avait été faite avant et le matériel était normalement déjà présent lors de l'arrivée de l'équipe LT. Les chantiers se déroulaient le plus souvent à l'aide d'une draisine. Les poteaux étaient chargés sur 2 ou 3 wagonnets et un autre wagonnet était réservé à l'outillage. Les chantiers s'effectuaient généralement sous domaine fermé, dans les intervalles entre les trains réguliers. Pendant qu'une partie de l'équipe déchargeait les poteaux le long de la voie, une autre restait au wagon atelier pour sceller les isolateurs sur les consoles et faire la cuisine pour toute l'équipe. Lors de ces chantiers, l'équipe LT était épaulée par des brigades locales qui avaient en charge de protéger les agents en signalant la venue des circulations au moyen d'une trompe. La majorité du travail était effectué à la main. Les hommes devaient porter, parfois sur de longues distances, le matériel et les outils. Les poteaux étaient portés par 4 hommes, mais pour gagner du temps, les cheminots les prenaient parfois à 2. Certains d'entre eux ont conservé les séquelles de ce travail de force. L'effort et le danger étaient les compagnes de ces agents de l'ombre. Une fois les poteaux en bois mis en place, qui sont une essence de résineux qui était étuvée et séchée, on pouvait commencer le déroulage des fils. Composés de bobines de 500 mètres de long pour un diamètre de 2 ou 2,5 mm, il n'existait pas de machine pour faire le travail. De toute façon, elles auraient été trop lourdes à porter sur les lieux. Il fallait donc passer le bras au milieu de la bobine, qui était très lourde, puis l'extrémité du fil était attachée à une perche pour permettre de poser le fil sur la traverse métallique près de l'isolateur où il serait fixé. Alors,
une voire deux personnes tiraient sur le fil. Lors du déroulage, le fil faisait des spires qu'il fallait éviter. Pour ce faire, le dérouleur devait prendre soin de tourner la bobine toutes les 5 ou 6 spires, un coup à gauche, un coup à droite. En fin de bobine, soit le porteur faisait signe s'il était en ligne droite, soit il attachait le fil au pied d'un poteau pour faire arrêter. Quelquefois, les hommes s'amusaient à attacher le fil à une clôture électrique pour pimenter un peu la manœuvre. À cette époque, il n'y avait pas de talkie-walkie et encore moins de téléphone. Le raccordement des fils se faisait avec un manchon en cuivre d'environ 25 cm de long au diamètre des deux fils de cuivre. Une fois ceci enfilé dans le manchon, on le plaçait sur un piège à manchonner, sorte de U métallique de la longueur du manchon, et avec une clé que l'on plaçait au milieu. Pour finir, il fallait torsader sur 3 ou 4 tours. Les fils étaient ensuite tendus avec un tendeur à cliquet, normalement avec un 10 nanomètres, mais souvent sans. Ensuite, venait le temps de remonter à tous les poteaux et de faire soit des colliers de maintien sur les poteaux simples, soit des arrêts sur les poteaux composés. Avec les arrêts, en cas de rupture, le fil ne glissait pas. Une fois le travail de la journée terminé, l'équipe pouvait prendre un peu de repos. Loin du cliché des cheminots aux piliers de comptoir, après le ménage et les corvées de vaisselle, chacun s'occupe comme il peut. Ici, il n'y a pas toujours la télé, ni téléphone portable, encore moins d'ordinateur ou d'internet à cette époque. La fabrication de paniers est une des occupations principales de l'équipe. C'était l'époque où l'on prenait le temps d'écouter les autres, où l'on savait s'occuper utilement. Nous avons vu précédemment que les poteaux étaient découpés en groupes. Le groupe A tournait tous les 250 mètres, le groupe B tournait tous les 250 mètres sauf au kilomètre, le groupe C tournait tous les 500 mètres et le groupe D tournait tous les kilomètres. Cela permettait de pouvoir se repérer sur la voie grâce aux poteaux. Cette rotation des fils permet d'annuler quasiment tous les courants et les tensions qui sont induits par le champ magnétique que produit le courant en passant dans les torsades. À chaque torsade, alternativement, le signe de la tension induite change. Sur la longueur importante de torsade que représente une ligne électrique,
La tension d'auto-induction est ainsi réduite fortement. Le diamètre du fil, la vitesse de transmission, le niveau de tension et du courant de transmission ainsi que la distance entre les fils sont autant de paramètres à prendre en compte pour réaliser une permutation des fils. Aujourd'hui encore, on retrouve ce fonctionnement dans les réseaux de câbles informatiques par exemple. Les différents circuits téléphoniques étaient repérés par des dispositifs qui étaient clipsés sous l'isolateur pour la partie haute et dans le bas de la boucle pour la partie basse. Les fils qui relient les gares entre elles sont rassemblés par nappe. Et ces nappes sont divisées en réseaux. Et chaque réseau est divisé en deux catégories. D'un côté, on a les circuits dits de sécurité, car affectés spécifiquement à la circulation des trains. Oui, le 51 754, 2 et 3 alors. D'accord. Elles sont en fait des communications directes entre les gares, le régulateur, les PN ou la commande des cloches. Plus précisément, cela s'appelle le circuit omnibus. On lance un appel et ça tombe dans la première gare encadrante ouverte au service. Les opérations de sécurité se faisant entre établissements ouverts au service de la circulation. Il faut savoir qu'à partir du moment où un appel est lancé sur ces circuits vers une gare, celle qui reçoit a son poste qui sonne et un voyant pour avoir connaissance de la ligne concernée. Même si l'agent qui appelle raccroche, ça continue à sonner. Pour arrêter cette sonnerie, il faut décrocher et prendre la ligne. Si on constate qu'il n'y a personne en ligne, on refait un appel dans la direction de celui précédemment reçu. Donc il en a 4-5 alors. 3, donc 5 à la maison. Voilà. Toc. La deuxième catégorie de lignes concerne les lignes automatiques. Ce sont les autres communications composées par des numéros. Mais prenons un exemple concret pour comprendre. Nous avons ici 3 gares. À gauche, nous avons la gare de Laval-de-Serres, au milieu Bretenoux et à droite Puybrun. Ces 3 gares reçoivent les 2 types de réseaux, un réseau de sécurité et un réseau automatique. Si la gare de Laval-de-Serres veut joindre la gare de Puybrun, elle va se servir de la ligne automatique. Elle n'aura pas un accès direct à la gare de Puybrun. Dans ce cas précis, la gare de Bretenoux peut rentrer directement en relation avec la gare de Laval-de-Serres ou la gare de Puybrun, puisqu'elle est située entre ces 2 établissements. Supposons maintenant que la gare de Bretenoux, qui est située entre les 2 gares,
soit une gare temporaire et qu'elle cesse son service. Elle va alors placer un commutateur de mise hors service du téléphone qui assure la continuité des circuits de sécurité. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la gare de Laval-de-Serres entrera directement en communication avec la gare de Puybrun par le circuit omnibus. La gare de Bretenoux est effacée à la communication. À une époque plus ancienne, sur les tableaux équipés de fiches Jacques, on peut le voir ici, il n'y avait pas de commutateur. C'était un cordon avec une fiche à chaque extrémité qu'on mettait entre le circuit d'appel de chaque gare pour assurer la continuité.